En fin d'année 2008, en plein cœur de la crise économique, Honda disait adieu à la Formule 1 et leurs deux pilotes, Jenson Button et Rubens Barrichello, n'étaient pas sûrs d'être là en 2009. Pourtant, 12 mois plus tard, Jenson Button devenait champion du monde de Formule 1 au terme d'une saison renversante. Pilote rapide et sensible au sourire iconique, voici la carrière de Jenson Button. Bonne vidéo. Jenson Alexander Lyons Button est né le 19 janvier 1980 à Frome, au sud de Bath. Il est le fils de John Button, pilote émérite de rallycross dans les années 70, qui a notamment fini vice-champion de Grande-Bretagne en 76. Jenson, ce n'est pas un nom commun, d'habitude on a Johnson ou Jensen, mais pas Jenson. C'est en référence à Erling Jensen, un pilote que côtoyait son père en rallycross. Jensen, là aussi, c'est pas Jenson. Oui, du coup il a un petit peu modifié en passant de Jensen à Jenson. Bref, Jenson est le plus jeune d'une fratrie de 4 enfants, il a 3 grandes sœurs. Bref, Jenson grandit donc dans un univers proche du sport mécanique et suit de près les grands prix à la télé. Il idolâtre un certain Alain Prost et à l'âge de 8 ans, son père le met dans un kart. Après être rapidement passé par la mini-moto et de suite après ses premiers tours de roue, il est piqué par ce virus. Un an avant, ses parents divorcent et la mère va obtenir la garde de Jenson, mais le petit Button verra son père tous les week-ends et ils sont très proches. Ensemble, ils partagent la passion du sport automobile et vadrouillent les week-ends pour les courses. La carrière de Jenson débute donc dans les championnats régionaux et nationaux dans lesquels il se montre rapidement. Jenson est rapide et se fait remarquer. Et en 1991, il remporte le championnat de Grande-Bretagne ainsi que le British Open en remportant absolument toutes les courses. C'est impressionnant. Dès lors, Jenson a un objectif, la Formule 1. Button continue de grimper les échelons du karting et passe dans les championnats européens et internationaux à partir de 1994 avec toujours du succès. En 1996, il termine même 3e du championnat du monde et après une ultime saison en 1997, il se dirige vers la monoplace. Après avoir visité plusieurs pays avec son kart, retour au Royaume-Uni par la formule d'accession à la monoplace, spécialement en Grande-Bretagne, la Formule Ford 1600. Bon, juste avant, il teste une F3 du team Carlin et il impressionne, mais il ne veut pas cramer les étapes, du coup il passe par la formule classique. Et il fait bien car la Formule Ford lui apporte une expérience précieuse. Il retrouve d'ailleurs un certain Dan Wheldon. Jenson est redoutable et remporte le championnat britannique avec 9 victoires et termine vice-champion du championnat d'Europe derrière Derek Ice. Emballé, pesé. Et en fin de saison, il remporte l'Autosport BRDC Award qui récompense les pilotes britanniques les plus prometteurs. Ainsi, il décroche un test en Formule 1 avec McLaren. Mais ce sera pour 1999. En attendant, le fils de John passe à l'échelon supérieur, la F3. À l'époque, la F3 britannique était l'un des championnats les plus relevés de la catégorie et Jenson rejoint l'écurie française Promatech Me, qui est devenue plus tard Hawk Racing, qui est aujourd'hui Ligier. Button prend la pole position pour sa toute première course en F3 et remporte la 3e à Truxton. Il en décrochera 2 autres avec notamment un hat-trick à Pembrey et une 3e donc à Silverstone en fin d'année. Il termine 3e du championnat derrière Mark Heinz, champion, et Luciano Burti. En fin d'année, sur le très sélectif circuit urbain de Macao, Jenson termine 2e de ce Grand Prix prestigieux, confirmant encore un peu plus son talent exceptionnel. Et donc, Jenson est convoité. Il a fait des tests en F3000 pour Supernova et Fortec, mais également en F1. Déjà, il a le test avec McLaren qu'il effectue au volant de la MP4-14 en novembre à Silverstone, son premier roulage en F1. Il teste également la Prost Peugeot et impressionne. Quand on sait qu'il admirait Alain quand il était enfant, ça a dû être particulier à vivre. D'ailleurs, il fait de meilleurs chronos qu'Alesi et Heidfeld, les titulaires. Puis c'est Frank Williams qui l'invite à un test. Frank souhaite confronter Button à celui qui est le favori pour accompagner Ralf Schumacher en 2000, le Brésilien Bruno Junqueira. Jenson séduit l'écurie de Didcot et double le Brésilien. Après seulement 2 saisons en monoplace, Jenson Button accède à la Formule 1 à seulement 20 ans. Accéder à la Formule 1 à seulement 20 ans et avec si peu d'expérience, ça fait forcément parler, ça fait un petit peu polémique, un petit peu comme Verstappen quand il est arrivé en 2015 à l'âge de 17 ans. Ce qui est dingue à cette époque, c'est qu'il y a 6 monstres qui débarquent à peu près en même temps. 6 monstres qui ont marqué la F1 à jamais. Button en 2000, Raikkonen, Alonso et Montoya en 2001, ainsi que Massa et Weber en 2002. C'est affolant de telles promotions en si peu de temps. Oui, parce qu'à E6, c'est plus de 1600 Grands Prix,
4 titres de champion du monde, 7 titres de vice-champion du monde, 11 troisième place en championnat et 95 victoires en Grand Prix. Rien que ça. Bref, Button. Oui, donc les instances émettent des réserves sur la titularisation d'un si jeune pilote. Ainsi, Max Mosley demande à Button de faire 300 km à une allure correcte pour obtenir sa super licence, ce qui aujourd'hui c'est la norme. Il obtient sa super licence et Jenson débute donc en Grand Prix lors de la manche d'ouverture en Australie. Il devient ainsi le plus jeune Britannique à accéder à la F1, battant ainsi Stirling Moss. Mais bien qu'il ait obtenu l'accord de la FIA, Button est beaucoup critiqué par certains, notamment Stewart ou Hakkinen, mais surtout Villeneuve qui se fout un petit peu de sa gueule. En revanche, le jeune Button devient rapidement la coqueluche du public. Mais Jenson obtient du soutien, notamment de Michael Schumacher et Alain Prost. C'est pas mal. Malheureusement, son premier week-end est compliqué. Un crash en qualification, puis un souci de pompe à essence le bloque à la 21e position. Le lendemain, le jeune pilote Williams remonte jusque dans le top 6, mais doit abandonner en fin de course. Le nouveau moteur BMW de Williams casse, mais malgré tout, Jenson est heureux. L'Anglais continue de faire taire ses détracteurs lors de la deuxième manche au Brésil en prenant la 9e position en qualification, 2 places devant son équipier Ralf Schumacher. L'Allemand en est à sa 4e saison complète, il a déjà montré de très belles choses, frôlant la victoire, notamment à Spa en 98 ou alors Nürburgring en 99, il a d'ailleurs terminé 3e de la première course en Australie, donc c'est une belle référence. Mais une référence qui ne va pas lui faciliter la tâche, on connaît le caractère rude du cadet Schumacher. Bref, à Sao Paulo, Jenson termine 7e du Grand Prix, mais après l'épreuve, Coulthard 2e est disqualifié et Jenson score ainsi son tout premier point en F1. Le plus jeune pilote a marqué un point en catégorie reine à 20 ans, 2 mois et 7 jours. En plus, à Interlagos, circuit réputé difficile. C'est un petit peu comme Piastri qui signe son premier podium à Suzuka. Ce sont des circuits révélateurs. Lors des courses suivantes, Jenson match les performances de son équipier et le jeune Britannique s'illustre magnifiquement dans son pays à Silverstone. Menaçant directement Ralph, il termine 5e après avoir pris une belle 6e place en qualification. Grand Prix qui a confirmé la cote de popularité de Button. La Button mania prend vie. Malheureusement, les Grands Prix suivants marquent un coup d'arrêt à cause de la fiabilité. Mais Jenson reprend vie à la mi-saison et retrouve les points en Autriche avec une belle 5e place. Puis en Allemagne, il frôle le podium en terminant à seulement 1 seconde de Coulthard 3e. À Spa, il réalise une magnifique 3e position en qualification et malgré un petit accrochage au départ, Jenson termine 5e. Enfin à Suzuka, circuit extrêmement exigeant, il prend la 5e position en qualification et en course. Ses 2 derniers points en 2000 qui portent son score à 12. Il termine 8e de sa première saison en Formule 1, ce qui est un résultat vraiment honorable. Mais il y a un mais. Alors certes, Button a montré de très belles choses malgré son jeune âge, et s'il continue de progresser comme ça, c'est sûr ce sera une carte d'avenir. Il a été capable de tenir le rythme de Ralph, mais l'Allemand a tout de même pris 3 podiums durant cette saison. Puis surtout, Frank Williams va préférer un autre pilote à Button, fraîchement vainqueur de l'Indy 500, Juan Pablo Montoya. Malgré tout, Jenson a un contrat avec l'écurie de Frank, mais ce dernier a une idée. Il prête Button à une autre équipe et il le fait revenir en 2003. Bref, Williams préfère Montoya à Button, et moi, je vais vous parler d'une de mes préférences. Oli, subtilement amené, merci. Vous connaissez Oli à force, cette marque de boisson allemande made in Berlin qui a plusieurs avantages. Plus sain, plus efficace, plus économe, plus écologique. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de nouveautés. Le mois de décembre approche et profitez donc du calendrier de l'Avent Oli. J'ai mis dans le bon sens. Je l'ai mis dans le bon sens. Il y a la version découverte comme celui-ci qui vous propose des produits Ice Tea et des produits énergie, mais il y a également la version premium, la version Squad qui vous propose des goûts inédits. Le calendrier de l'Avent version Squad, c'est vraiment l'expérience ultime avec plein de produits et plein de surprises vraiment spéciales. S'ajoute à ce calendrier de l'Avent une nouvelle gamme de produits. Vous connaissez les énergies, vous connaissez les Ice Tea, laissez-moi vous présenter les hydrations pour rester bien hydraté. Ça se prête bien pour le sport, pendant l'effort ou alors après. Personnellement, pour le vélo, c'est nickel. Tous les liens sont en description pour découvrir ou redécouvrir Oli. Je vous invite également à utiliser 2 codes promotionnels, le circuit qui vous offre 10% de réduction et le circuit 5 qui vous offre 5 € sur votre première commande. Merci à Oli pour sa confiance, merci à vous de jouer le jeu et on retourne sur l'histoire de Jenson Button. L'autre équipe dans laquelle va atterrir Button, c'est Benetton Renault avec Flavio Briatore. En réalité, Renault a racheté Benetton en 2000, juste avant le Brésil, et la marque aux losanges sera de retour officiellement en 2002. En attendant, Fisichella et Button vont faire une année de transition. Et c'est le cas de le dire, la saison 2001 est très compliquée pour les Bleus qui manquent cruellement de performance. La dernière Benetton de la F1 est bien loin de ses meilleurs modèles et les pilotes galèrent. Et cette saison va faire mal à Button. Jenson n'est pas à l'aise et subit la loi de Fisichella, plus performant.
L'Italien termine même sur le podium à Spa en fin d'année, tandis que Button est entré qu'une seule fois dans les points. C'était lors du Grand Prix d'Allemagne par une 5e place assez chanceuse. De plus, son style de vie n'est pas très apprécié par Briatore qui traite son pilote de playboy. Et oui, tu peux faire tout ce que tu veux tant que ça marche. Quand ça marche pas, tu te fais critiquer. De plus, Flavio pense que son manque d'expérience l'empêchera de trouver des solutions dans la difficulté et il doute des capacités de Button à faire de la Renault une voiture compétitive. C'est clair, soit Jenson progresse, soit il s'en va. Ouais, l'état de grâce de Button durant sa première saison semble déjà bien loin. Et en effet, en terminant la saison 2001 17ème avec seulement 2 points, il faut réagir. Durant l'intersaison 2001-2002, Button change. Plus professionnel et concerné, il se met au travail. Rejoint par Jarno Trulli, il s'avère que la Renault RS202 soit meilleure que sa devancière. Malheureusement, sa course australienne tourne court à cause du carambolage du départ. Mais à Sepang, Button navigue dans le top 3. Il est sur le point de décrocher son premier podium, mais Schumacher remonte fort derrière et Jenson lutte avec un souci de suspension. L'Allemand est impitoyable et dépasse Button dans le dernier tour qui termine donc 4ème. Puis au Brésil, il double la mise avec 3 points supplémentaires. Puis à Imola, il termine 5ème. C'est clair, Button s'est transformé durant l'intersaison et cette Renault lui convient mieux. Jenson est au-dessus de Trulli et se refait une santé. Malgré plusieurs abandons sur problème de fiabilité, il retrouve les points à 4 reprises. Button est convaincant, mais ce n'est pas assez bien pour Flavio qui continue de penser que son pilote est un playboy paresseux. Ouais, c'est surtout que Flavio voulait placer son poulain Alonso dans la voiture en 2003. Comment ça, Briatore magouilleur? Ça va pas de dire des choses pareilles. Une nouvelle fois, bien qu'il ait montré de très belles choses, un autre est préféré à Button. En juillet, il signe un contrat avec Barr pour se joindre à Jacques Villeneuve, le copropriétaire de l'équipe. Et il devait pas revenir chez Williams? Ouais, mais bon, Schumacher et Montoya sont performants et satisfont les attentes de Franck. Button termine donc la saison 2002 à la 7ème place du championnat, 5 points devant Trulli 8ème. Direction Barr, une écurie de milieu de grille. En 2000, Jenson était chez Williams et en 2001, Williams a recommencé à gagner. En 2002, Jenson était chez Renault et en 2003, Renault recommence à gagner. Tout le monde est d'accord pour dire que Button est rapide et talentueux, mais visiblement pas assez pour rester dans des écuries promises au succès. Et c'est avec une écurie de milieu de grille que Button va rebondir. Barr descend de Tyrrell et cette structure est née de Craig Pollock et Jacques Villeneuve. Le champion du monde 97 est donc chez lui, mais en 2002, Craig Pollock a été remercié et remplacé par David Richards, et Jacques est de moins en moins désiré. Et Button va enfoncer le clou. Déjà, il faut savoir que les relations entre ces deux pilotes sont très froides lorsque le Britannique entre chez Barr. Les propos tenus par Villeneuve à ses débuts résonnent encore. Même si bon, ça fait plus parler les médias que les intéressés. Bref, Button répond sur la piste et prend l'ascendant sur Villeneuve. En 2003, les points vont jusqu'à la 8ème position et Button pousse régulièrement sa barre dans cette zone. 7ème en Malaisie, 8ème à Saint-Marin et 4ème en Autriche. Encore une fois au pied du podium, mais pas sur la boîte. Malheureusement, Monaco marque un brutal coup d'arrêt lorsque Jenson sort violemment dans les qualifications à la sortie du tunnel. KO, il n'y aura qu'une seule barre au départ le dimanche. Mais il revient dès le Grand Prix suivant. Les relations s'apaisent entre les deux titulaires et Button continue de marquer des points. À Suzuka, dernière manche de la saison, Villeneuve est remplacé par Takuma Sato qui termine 6ème juste derrière Button qui prend une nouvelle 4ème place. Durant cette saison, Button a montré qu'il méritait bien les louanges de ses débuts et il termine 9ème du championnat avec 17 points, soit 3 fois plus que Villeneuve. Button se relance, mais ce n'est rien comparé à 2004. En effet, en 2004, la barre fait un bond en avant assez remarquable. La 006 se situe au niveau des Williams, Renault et McLaren, si ce n'est plus. En d'autres termes, cette voiture fait partie des meilleures de la saison. Malheureusement, la Ferrari semble intouchable, mais Button peut légitimement espérer décrocher son premier podium en carrière. Et cela arrive dès la 2ème course de la saison en Malaisie, où Button termine 3ème derrière Schumacher et Montoya. 2 semaines plus tard, il réitère à Bahreïn puis à Imola. Jenson surprend tout le monde en subtilisant la pole position à Michael Schumacher. Jenson Button prend la pole position du Grand Prix de Saint-Marin et rappelle à ceux qui l'avaient oublié qu'il est encore là. Légitimement, on se met à croire en la victoire, mais cette dernière n'arrive jamais en dépit de magnifiques prestations que nous offre Jenson. 2ème à Saint-Marin, à Monaco, en Allemagne et en Chine, 3ème au Nürburgring au Canada, en Italie et au Japon. À Hockenheim, il nous livre une magnifique bataille face à Alonso. Button fait partie de cette génération de talents incarnée par les arrivants de 2001. Il est bien là, mais jamais la victoire s'ouvre à lui. À chaque fois que les Ferrari sont ratés, c'est un autre qui en a profité.
Trulli a devancé Button à Monaco. Jenson était hors du coup et a abandonné à Spa quand Raikkonen tenait Schumacher. Et au Brésil, son moteur a lâché quand Montoya prenait la 3e et dernière victoire non Ferrari de la saison. Alors certains ont commencé à dire que Button ne gagnerait jamais, qu'il est bon mais pas assez pour la victoire. Malgré tout, ses 10 podiums dans cette saison lui permettent de terminer 3e du championnat du monde derrière les intouchables Ferrari. Clairement, c'est la meilleure saison de Button et avec de tels résultats, il est convoité par d'autres écuries, y compris par Williams avec qui il a signé un contrat de 2 ans durant l'été. Button devait alors retourner dans l'écurie de ses débuts et s'en est donc suivi une dispute entre Barr et Williams pour le pilote. Dans son contrat avec l'écurie de Brackley, Button était libre de quitter Barr s'il perdait les moteurs Honda. Et vu que le motoriste nippon a mis plus longtemps que prévu pour re-signer, Button était libre. Oui, mais Barr veut garder son pilote et lui rappelle qu'il est en contrat pour 2005. Il y a donc un litige et cette affaire est portée devant le bureau de reconnaissance des contrats, qui donne l'avantage à Barr et non à Button, qui ne quitte donc pas Williams et qui reste donc chez Barr. Oui, il rejoindra Grove en 2006. Bref, il nourrit de gros espoirs pour 2005, mais malheureusement, la barre est moins performante. Les nouvelles réglementations ralentissent la barre et les premières courses sont un calvaire. Mais à Imola, il y a de l'espoir car Button prend la 3e position en qualification et la transforme en course. Oui, mais après la course, les barres sont disqualifiées après la découverte d'un réservoir additionnel. Ouais, c'est pas bien ça, faut pas le faire. Ouais, et il paie cher la tricherie, Barr est exclu durant les 2 Grands Prix suivants. Retour au Nürburgring puis au Canada, c'est la renaissance. Button prend une 2e pole position, mais il s'écrase dans le mur des champions le lendemain. Est-ce un signe? Quoi qu'il en soit, la barre renaît dans cette 2e partie de saison. Button navigue régulièrement dans le top 5 en qualif et en course et prend 2 podiums valides à Hockenheim et à Spa. Il termine la saison à la 9e position avec 37 points contre un seul pour Sato qui en 2 saisons s'est fait atomiser par Button. Button qui peut d'ailleurs rejoindre Williams. Ouais mais non, c'est le Button Gate 2e partie. Cette fois-ci, c'est Button qui ne veut plus aller chez Williams. En effet, il pense avoir de meilleures chances chez Barr et dénonce le pré-contrat signé avec Frank pour 2006. Button dit qu'il n'est pas obligé de l'honorer et Frank dit que si. Puis Frank compte bien sur Button car l'arrivée du Britannique signifierait l'arrivée de nouveaux sponsors. Finalement, Frank accepte d'abandonner son pilote à Barr en échange d'une compensation à hauteur de 18 millions de livres sterling. L'histoire donnera raison à Button car après 2005, Williams a sévèrement décliné. La volonté de Frank de rester indépendant lui a fait perdre BMW, ce qui a entraîné une série de mauvais choix et de tentatives désespérées pour retrouver sa gloire passée avec la même recette. Aujourd'hui, les conséquences de ce choix datant de plus de 15 ans sont encore visibles. Mais ce n'est pas une vidéo sur le déclin de Williams, mais bien sur Jenson Button qui espère donc décrocher sa première victoire avec Barr. En 2006, Honda rachète Barr et le constructeur nippon est de nouveau pleinement engagé en F1. De plus, Takuma Sato est remplacé par Rubens Barrichello, un candidat qui semble plus sérieux pour Button. Avec ses nouvelles ressources, il y a de l'espoir et Button le confirme avec sa 4e place à Bahreïn, suivie d'une 3e à Sepang ainsi que d'une 3e pole position en carrière à Melbourne. Malheureusement, alors qu'il est sur le point de finir 5e, son moteur Honda explose dans les derniers mètres. Button peut encore franchir les lignes sur l'élan, mais son équipe lui demande de s'arrêter afin de pouvoir changer le moteur sans écoper de pénalité. À Imola, Button se qualifie 2e mais dégringole une nouvelle fois en course. Les espoirs sont balayés et Button se retrouve dans la même situation que les années précédentes, marquer régulièrement des points et espérer des podiums. Ça en devient presque lassant et alors qu'il vit sa 7e saison en Grand Prix, les observateurs l'oublient peu à peu. La folle saison de 2004 semble bien loin. Au moins, il peut se consoler en se disant qu'il écrase Barrichello, en difficulté avec les pneus Michelin. Victime de plusieurs ennuis, Button réalise malgré tout une belle 4e place à Hockenheim, signant son retour au premier plan. En Hongrie, il prend la 4e place en qualification, mais un changement de moteur le relègue 14e. Inutile d'espérer quoi que ce soit, et pourtant, ceux qui ont connu ce Grand Prix de Hongrie s'en souviennent encore. Les conditions délicates permettent à Button de s'illustrer. Avec un pilotage fin et coulé, Button a fait de la pluie sa spécialité. Calme, le Britannique évite les problèmes quand les favoris se prennent les pieds dans le tapis. Button se retrouve alors leader de la course en position de gagner. Les derniers tours sont lents sur ce tourniquet hongrois. Certains disaient qu'il ne gagnerait jamais de Grand Prix, mais Jenson Button remporte sa première victoire en F1 pour sa 113e tentative. Il triomphe dans ce Grand Prix complètement dingue sous les yeux de son père John, toujours présent aux côtés de son fils. Enfin, Button a obtenu la victoire qui se refusait à lui depuis trop longtemps. Même si ce Grand Prix a connu quelques circonstances favorables,
On peut pas dire que c'est pas mérité. Et sa fin de saison confirme les progrès de Honda. Button termine à chaque fois dans le top 5, il finit 6ème du championnat. Désormais vainqueur de Grand Prix, Button se sent prêt pour jouer le titre. Malheureusement pour lui, il déchante très vite. La Honda RA107 tente d'innover par une livrée spéciale, permanente, et c'est le seul fait d'armes de cette voiture ratée. Aucune performance et Button disparaît dans l'anonymat une nouvelle fois. De plus, Hamilton entre en Formule 1 et le sympathique britannique est délaissé par son public qui se tourne vers le jeune prodige de McLaren qui n'attend pas 113 Grands Prix pour s'imposer. L'histoire est assez semblable pour Barrichello dont les supporters brésiliens se sont rabattus sur Massa. Ouais, c'est dur d'être l'oublié, de se rendre compte qu'on n'est plus désiré, qu'on est dépassé, d'être celui qu'on choisit en dernier quand on joue au foot à l'école. Button manque une partie des essais hivernaux à cause de 2 côtes cassées durant l'hiver. Il doit attendre le mois de juillet pour marquer son premier point de la saison par une 8ème place en France. Il en prend un 2ème en Italie et profite du chaos en Chine pour terminer à une brillante 5ème place. 6 points seulement et une 15ème place au classement juste derrière Vettel qui n'a disputé que la moitié de la saison. En 2008, l'arrivée de Ross Brawn donne de l'espoir à Jenson et Rubens. Les deux pilotes s'entendent bien et tentent de faire bonne figure pour amener Honda au sommet. Mais la voiture n'est pas franchement meilleure. Button n'entre qu'une seule fois dans les points avec la 6ème place à Barcelone. Barrichello s'en sort mieux et prendra même un podium à Silverstone. Cette saison 2008 est catastrophique et les choses s'empirent en décembre quand Honda annonce qu'il retire leur engagement suite à la crise économique, laissant alors une écurie de Formule 1 dans l'incertitude. Déjà éclipsé par Hamilton dans le cœur des fans, la carrière de Button semble prendre fin. Certes, Red Bull lui propose de rejoindre Toro Rosso en 2009, mais Jenson refuse. La carrière du Britannique semble s'arrêter après 153 Grands Prix, une carrière frustrante où, comme beaucoup d'autres, il aurait mérité mieux. La situation stagne et aucun repreneur ne pointe le bout de son nez. C'est fini. Début d'année 2009, une solution est trouvée. Ross Brawn rachète l'équipe pour $1 symbolique et reconduit Button. Bruno Senna met beaucoup de pression pour prendre la place à Rubens, mais Ross veut bien garder son collègue des années Ferrari. Maintenant, il lui faut de l'argent. Virgin devient le sponsor et Ross Brawn doit trouver un moteur. En fait, il doit faire le choix entre le moteur Ferrari et le moteur Mercedes. Le châssis Honda 2009 est déjà fabriqué et Ross Brawn choisit le moteur Mercedes qui s'adapte mieux au châssis. Cette écurie semble désespérée et assemblée de briques et de broc avec un petit peu de volonté. Au final, ça ressemble au début d'une pire équipe. Et pourtant, dès les premiers essais hivernaux, la Brown GP se montre véloce et elle surprend tout le monde. Sa botte secrète, un double diffuseur miracle. Merci Ross Brawn. Ce dernier fait polémique, comme toutes les grosses innovations de la Formule 1, mais il est déclaré illégal. Et en Australie, ceux qui se voyaient au chômage quelques semaines plus tôt se retrouvent maintenant au sommet. Button remporte le Grand Prix devant son équipier Barrichello, un conte de fées qui bouleverse la Formule 1. Cette voiture vierge de sponsor a permis à 2 pilotes oubliés de terminer premier et deuxième. Button réalise que cette voiture peut lui apporter et il confirme à Sepang bien que cette course n'aille pas jusqu'au bout. En Chine, la F1 est sous le choc de voir Red Bull s'imposer et Button reprend aussitôt la série de succès. Victoire à Bahreïn, victoire en Espagne, puis victoire à Monaco. Jenson Button remporte le Grand Prix de Monaco. Tellement inattendu qu'il ne gare pas sa voiture au bon endroit et il rejoint alors le podium en courant. Puis il s'impose une 6ème fois en 7 courses lors du Grand Prix de Turquie. Button est confortablement installé aux commandes du championnat. C'est alors que la donne change. Le développement est crucial en Formule 1, surtout quand ce sont des nouvelles réglementations, et 2009 en est un très bon exemple. Cette Brown GP est imbattable au début, mais avec des finances plus que limitées, il leur est impossible de développer cette voiture contrairement à Red Bull qui prend le statut d'équipe à battre dans cette deuxième partie de saison. Au soir du Grand Prix de Turquie, Button compte 61 points, Barrichello deuxième en compte 35 et Vettel 3ème 29. À partir de Silverstone, la nouvelle Red Bull apparaît et Brawn passe en stratégie défensive. Button peut être champion s'il est irréprochable pour le reste de la saison. Heureusement pour lui et pour Brawn, Red Bull n'aligne pas tout le temps et d'autres équipes reviennent sur le devant de la scène. Hamilton s'impose en Hongrie et à Singapour. Barrichello parvient même à s'imposer à Valencia et à Monza. Course qui voit Button retrouver le podium après plusieurs courses à prendre des places d'honneur. Mais frayeur à Spa lorsqu'il abandonne au premier tour dans le carambolage des combes. Heureusement, c'est Raikkonen et Fisichella qui se disputent la victoire, limitant ainsi le retour de Vettel. En arrivant au Brésil, Button compte 14 points d'avance sur Barrichello et 16 sur Vettel. Il peut donc décrocher le titre si au soir de ce Grand Prix, il compte au moins 10 points d'avance sur le deuxième. Mais Barrichello est en feu chez lui et prend la pole position quand Button n'est que 14ème. Heureusement, Vettel n'est que 16ème.
Ça semble mal embarqué, mais Button reste calme et il remonte pendant que son équipier perd des places. Dans les derniers tours, il est 5e derrière Vettel. Il avale les derniers kilomètres et au terme de ces derniers, Jenson Button devient champion du monde de Formule 1, de même que Brown GP. Ce conte de fées est allé jusqu'au bout. Eux qui, 10 mois auparavant, n'avaient pas d'avenir en Formule 1. Lui qui s'est vu préféré par Montoya et Alonso, qui s'est fait oublier par son public et par les équipes, est maintenant au sommet de la F1. Il ne faut jamais abandonner. Il achève l'éphémère aventure de Brown GP par une 3e place à Abu Dhabi. En 2010, il portera le numéro 1 sur sa voiture. Ross Brown et Nick Fry voulaient voir Button poursuivre avec eux aux côtés de Rosberg en 2010, surtout que Mercedes rachète l'écurie. Mais Button est curieux d'aller voir ailleurs. Après 7 saisons dans l'écurie de Brackley, Jenson Button s'en va rejoindre Lewis Hamilton chez McLaren. En fait, il a demandé à Ross Brown une belle augmentation qu'il ne pouvait pas lui offrir, et quand il a vu que Rosberg allait être mieux payé que lui, il a moins apprécié, et ça se comprend. Pour sa 11e saison dans l'élite, force est de constater que le statut de Button a changé. Désormais, il fait partie des ténors avec son numéro 1 fièrement affiché sur sa nouvelle McLaren. Mais surtout, le Britannique est attendu au tournant car il va être confronté à Lewis Hamilton, l'un des meilleurs pilotes de la grille. Certains disent que Button va s'effondrer, mais attendons de voir. Et puis, les deux hommes sont prévenus par le boss Martin Whitmarsh, il ne veut pas de problème. La saison démarre à Bahreïn et Button termine à une anonyme 7e position. En revanche, en Australie, Button sort un nouveau lapin du chapeau. À l'aise quand les conditions se gâtent, Button confirme que dans le bordel, il est capable d'extraire des performances magnifiques et il remporte sa première victoire avec McLaren dès sa 2e tentative. Puis en Chine, il récidive une nouvelle fois dans des conditions délicates. 2 victoires en 4 courses, il prend la tête du championnat et il montre qu'il est capable de gagner avec une McLaren et pas qu'avec une Brown. Surtout face à Lewis Hamilton avec qui il fait jeu égal et s'en surprend plus d'un. Mais dès la Turquie, Hamilton résiste à Button et reprend l'avantage sur le champion du monde en titre. Lewis confirme qu'il a un petit avantage sur Jenson qui n'est cependant jamais largué. Il tient bon. Dans la 2e partie de championnat, les MP4-25 perdent en performance mais au prix d'une belle régularité. Les gris sont encore dans le match. Button est dans la lutte pour le titre jusqu'à l'avant-dernier Grand Prix au Brésil. En terminant 5e, il abandonne ses chances de sacre mais termine 5e du championnat derrière son équipier. D'ailleurs, durant ce week-end brésilien, Button a été attaqué lorsqu'il était transporté du circuit à l'hôtel ou de l'hôtel au circuit. Enfin bon bref, le chauffeur a su réagir et au final, il n'a rien eu. Bref, 2011. Pour sa 2e saison à Woking, Jenson espère bien jouer un 2e titre mondial et la nouvelle MP4-26 s'annonce innovante. Malheureusement, les essais hivernaux sont un petit peu compliqués et ça fait déchanter le groupe. Mais bon, heureusement, la voiture progresse avant le début de la saison. Même si Button a du mal en Australie, les courses suivantes prouvent qu'il est bien en place. En 2011, la Formule 1 change de manufacturier de pneus. Fini les Bridgestone, dites bonjour à Pirelli. Ces derniers sont plus difficiles à faire fonctionner et sont beaucoup moins permissifs que les Bridgestone. Ce qui est un avantage pour Button qui a l'un des styles de pilotage les plus coulés de la grille. Il enchaîne les podiums en début de saison et prend l'ascendant sur Hamilton. Malheureusement pour ses espoirs de titre, Vettel et Red Bull sont intouchables. Cela dit, au Canada, Jenson Button réalise la course de sa vie. Il s'accroche avec Hamilton et passe 5 fois au stand, dont une fois pour un drive-through. Il tombe 2 fois dernier, mais dans des conditions dantesques, il prouve encore une fois qu'il ne faut jamais abandonner. Dans les derniers tours, sur une piste séchante, le champion du monde 2009 est irrésistible et pousse Vettel à la faute dans l'ultime tour. Il n'a mené qu'un seul tour dans ce Grand Prix, mais il a mené celui qui compte et qui lui offre sa 10e victoire en carrière, une leçon. Vettel et Red Bull reprennent l'avantage, mais Button est capable de se saisir des opportunités qui s'offrent à lui. En Hongrie, il vit son 200e Grand Prix et dans des conditions délicates une fois encore, il remporte la victoire. Au Japon, Vettel s'adjuge le titre, mais c'est bien Button qui s'impose une 3e fois cette saison. Il clôture la saison avec plusieurs podiums et si Vettel était sur une autre planète, Button termine meilleur des autres. Il est vice-champion du monde. Ce qui est un bel accomplissement. Au final, il aura occupé les 3 places du podium du classement général. 3e en 2004, 1er en 2009 et 2e en 2011. McLaren et Button annoncent alors une prolongation de 3 ans qui est plutôt légitime. La place de Button dans un top team n'est plus remise en question et il démarre la saison 2012 de la meilleure des manières, avec une victoire en Australie. Malheureusement, McLaren et leurs 2 pilotes manquent de régularité durant la saison 2012 et laissent Vettel et Alonso se disputer le titre.
À la mi-saison, Jenson décroche une 14e victoire en gagnant le Grand Prix de Belgique. Il a gagné Monaco, Suzuka et Spa. Donc les 3 circuits les plus techniques de la F1. Ce à quoi on peut rajouter le Brésil en fermeture de championnat. Dans des conditions changeantes, Button s'est fait sa place et a décroché une 15e victoire en Grand Prix. En 3 ans chez McLaren, Button a montré qu'il méritait son titre de champion du monde. Car s'il a résisté avec une Brown qui se faisait rattraper peu à peu par la concurrence, le cadeau qui était sa voiture en début de saison justifie les critiques de certains, comme quoi il ne mérite pas son titre. S'ajoute à ça les 9 saisons à végéter dans le peloton pour se faire une place dans les meilleures équipes. Chez McLaren, il a montré qu'il en était digne et s'il a décroché son titre en 2009, c'est entre 2010 et 2012 qu'il a montré qu'il avait l'étoffe d'un champion du monde. Mais après 2012, McLaren s'effondre. Le Grand Prix du Brésil 2012 sera la 15e et dernière victoire de Button en Formule 1, ainsi que la dernière avant un bon moment pour McLaren. En effet, à partir de 2013, l'écurie de Woking entame une longue et douloureuse chute. Lewis Hamilton a laissé les commandes de McLaren à Button en partant chez Mercedes et c'est Perez qui prend sa place. Cette saison est difficile avec une MP4 28 hors du coup, mais Button tient au moins Perez derrière malgré quelques moments chauds comme à Bahreïn. En 2012, Button avait inscrit 188 points et en 2013, son score est de seulement 73 unités. C'est une claque. Son meilleur résultat est une 4e place acquise au Brésil. En 2014, le trop fougueux Perez est remercié et c'est le jeune pilote danois Kevin Magnussen qui prend sa place. Button fait office de vieux face à cette nouvelle génération alors que la Formule 1 se métamorphose. Fini les V8 atmosphériques, bonjour les V6 turbo-hybrides. Et si l'on se fie au Grand Prix d'Australie, il y a de l'espoir pour McLaren Mercedes car Kevin et Jenson naviguent à la 3e et 4e position de la première course. Et après l'épreuve, Ricciardo, 2e est disqualifié et Button hérite donc sur tapis vert de son 50e podium. Et McLaren mène le championnat. Mais en réalité, c'est un leurre. McLaren est plutôt dans le 3e groupe. Dans le premier, il y a les intouchables Mercedes. Dans le deuxième, il y a les challengers Red Bull et Williams. Dans le troisième, on retrouve Ferrari, McLaren et Force India. La saison est dure pour Button qui tient malgré tout Magnussen derrière. Il fait parler son expérience, mais il ne peut pas transformer sa voiture. Button vit mal le fait d'être rétrogradé au milieu du paquet après plusieurs années à jouer la gagne, mais c'est pas le pire. En effet, en début d'année, Jenson dut faire face au décès de son père, celui qui l'a amené dans cette voie et qui a toujours été présent à ses côtés. La mort de John Button porte un coup au moral de son fils qui, malgré tout, réalise une saison correcte au vu de son matériel. La rumeur d'un Alonso chez McLaren en 2015 a enflé durant toute la saison avant d'être annoncée. Du coup, Button est en concurrence avec Magnussen. Et il y avait un véritable suspense pour savoir lequel des deux allait rester. Éric Boulier et Monceau Roger étaient favorables à la reconduction de Button, mais Ron Dennis n'était pas d'accord. Finalement, c'est le jeune Danois qui s'en va et Button va être rejoint par Alonso. De plus, un partenariat historique se reforme en 2015, McLaren-Honda. Beaucoup d'espoir pour toutes les parties prenantes, mais la réalité va être brutale. Comment dire? La performance et la fiabilité du tandem McLaren-Honda est désastreuse et Button ne rentre que 4 fois dans les points. Pas ridicule face à Alonso, il termine devant l'Espagnol au championnat avec 16 points contre 11. Ensemble, les deux vieux briscards entretiennent une bonne relation. De manière générale, Button a toujours été apprécié de ses pairs et avec l'âge et un palmarès quasiment achevé, difficile de ne pas aimer ce gentleman au sourire si caractéristique. Un petit peu à l'image d'un Häkkinen, il est difficile de ne pas apprécier Button. Au Brésil, 3 ans après sa dernière victoire, Button retrouve le podium en compagnie d'Alonso. Sauf que ce n'est que le vendredi durant les essais libres et les deux pilotes qui passaient par là se sont dit bon, on sera jamais aussi proche, allons faire un tour dessus. Button continue chez McLaren en 2016 et à Bahreïn, deuxième course de la saison, Alonso est forfait à cause de son crash en Australie. Ainsi, c'est le jeune réserviste et jeune pilote McLaren Stoffel Vandoorne qui prend sa place et inscrit le premier point de McLaren dans cette saison. L'écurie souhaite ainsi titulariser le plus vite possible le jeune pilote belge prometteur et durant toute la saison, Button sera pointé du doigt. La fin semble s'approcher pour le champion du monde 2009. Le feuilleton s'amplifie course après course et on espère que Button ne va pas être viré comme un malpropre. Cela dit, des rumeurs l'envoient chez Williams pour 2017, mais finalement, en toute fin de saison, Jenson annonce son départ de la Formule 1 et échange sa place avec Vandoorne. Il devient ainsi le réserviste de McLaren en 2017, avec la possibilité de revenir à plein temps si Alonso prend sa retraite.
Mais avec un changement de direction et la nouvelle génération, ces plans ne seront jamais mis à exécution. Durant sa dernière saison, Button entre régulièrement dans les points mais Alonso a l'avantage. Pour son dernier Grand Prix, il revêtit un casque aux couleurs de Brown et savoure ses derniers instants en Formule 1. Il reçoit des hommages mérités, mais malheureusement, son 305e et dernier Grand Prix s'achève prématurément par un problème de suspension. C'est une fun carrière pour le champion du monde 2009 qui aura désormais beaucoup plus de temps libre. Il faut savoir une chose, c'est que Jenson Button est un grand sportif. Il a déjà participé et même organisé ses propres triathlons et a même fait quelques Ironman, les formats les plus extrêmes de la discipline. Avec son départ de la F1, il a consacré davantage de temps à sa famille. Mais ne croyez pas que Jenson va disparaître des radars. Après 17 saisons de Formule 1 et presque 30 ans à faire de la compétition automobile, eh ben tu perds pas ça comme ça. Et il se trouve même que quelques mois après son départ à la retraite, Jenson fait son retour en F1. En effet, lassé par le manque de performance et une lutte pour le top 15 en F1, Alonso s'exile à Indianapolis le temps du Grand Prix de Monaco. Jenson reprend donc du service et ça nous fait plaisir. Le souriant britannique est bien accueilli dans le paddock et va découvrir ses nouvelles Formule 1. Est-elle un champion du monde? Il s'adapte très vite à sa voiture et passe même en Q3 le samedi. Mieux que ça, il devance son équipier Van Dorn. Malheureusement, des pénalités le forcent à partir depuis la voie des stands et avant le départ, un échange iconique a lieu par téléphone entre Button et Alonso. Avec les F1 de 2017 encore plus larges, il est encore moins facile de doubler à Monaco et lorsque Jenson tente sa chance au portier sur Verlaine, ça tourne mal. Son 306e Grand Prix s'arrête donc là. Il aurait mérité mieux, mais bon, c'est pas ça qui va changer les choses. Et pour le coup, c'était bien son dernier Grand Prix de Formule 1. Jenson restera malgré tout impliqué dans la catégorie avec un rôle de consultant pour la télévision britannique. On le voit régulièrement. De plus, il retourne finalement chez Williams avec un rôle de conseiller spécial depuis 2021. Mais la suite de carrière de Jenson s'écrit en GT. Il s'exile au Japon pour le réputé championnat de Super GT qu'il dispute en compagnie de Naoki Yamamoto au volant d'une Honda NSX du team Kunimitsu. L'expérience est concluante car Jenson retrouve les podiums à 4 reprises avec même la victoire à Sugo. Mais surtout, Button décroche le titre de champion avec son équipier Yamamoto. C'est pas mal. En plus du Super GT, Jenson Button s'engage en WEC pour la saison 2018-2019. Il rejoint l'écurie SMP, exploitée par Art Grand Prix, et fait équipe avec Michael Aleshin et Vitaly Petrov. Il ne dispute pas toute la saison car son programme en GT500 est prioritaire, mais il réalise de belles performances avec notamment une 3ème place aux 6 heures de Shanghai. Mais surtout, il découvre les 24 heures du Mans. Cela dit, il ressort quelque peu frustré de son expérience dans la Sarthe car le compétiteur qu'il est n'apprécie pas trop de savoir qu'il est impossible de gagner la course autrement qu'avec une Toyota entre les mains. En plus, il abandonne le dimanche. D'ailleurs, sachez que ce n'était pas sa première course de 24 heures, car en 99, Jenson avait participé aux 24 heures de Spa avec une BMW 220i. C'était avec Thomas Singueux et David Salens, mais ils ont dû abandonner après seulement 22 tours. Pêle-mêle, Button a participé à quelques courses en GT3 au volant d'une McLaren au British GT. Il a également participé à plusieurs reprises à la course des champions et a même fait un petit peu de rallye comme son père mais également Extreme E. Dernièrement, Jenson a fait quelques piges en 2ème division de NASCAR et a fait partie de l'équipage légendaire pour le centenaire des 24 heures du Mans, engagé sur la Chevrolet Camaro NASCAR du Hendricks Motorsport en catégorie Garage 56. Button a retrouvé le double tour d'horloge Manceau aux côtés de Mike Rockenfeller et Jimmy Johnson. Certes, ils étaient hors catégorie, mais ils essayaient de battre des GT, et Jenson s'est montré le plus solide au volant de cette NASCAR modifiée. Une expérience qu'il a adorée et qui l'a peut-être remotivé. Désormais père de 2 enfants et âgé de 43 ans, Button a fait ses débuts en hypercar avec la Porsche 963 en IMSA et devrait, selon les rumeurs, revenir en WEC avec la Porsche privée du Team Jota en 2024, faire partie d'un équipage de rêve aux côtés de Sebastian Vettel et Robert Kubica. Affaire à suivre, pour le moment ce n'est qu'à l'état de rumeur. Dernièrement, Jenson a participé au mythique Petit Le Mans, cette course de 10 heures sur le circuit de Road Atlanta qui clôture le championnat d'endurance américain. En compagnie de Mike Rockenfeller et Tijmen van der Helm avec la Porsche du JDC Miller, Button a terminé 5ème avec une course concluante qu'il dit avoir beaucoup appréciée. C'était l'histoire de Jenson Button. J'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, vous savez quoi faire sur la plateforme. Je remercie Oli du soutien du sponsor, je vous remercie aussi à vous d'avoir joué le jeu. Allez voir cette marque, vraiment vous ne serez pas déçus. Tous les liens en description, vous avez également d'autres liens en description, vous les connaissez à force. Mais surtout, n'oubliez jamais le plus important, c'est de continuer d'aimer le sport auto, continuer d'aimer Jenson Button. À la prochaine. Celle-là, je l'ai acheté, mais je l'ai pas mis souvent. Je sais pas pourquoi. J'ai plein de casquettes que je mets pas beaucoup. Est-ce que vous avez ça aussi? Je sais pas, on a tous, peut-être pas tous, mais ça, il y a des trucs
Un peu syndrome de Diogène, quand on collectionne tout, on s'en débarrasse pas, alors que certaines casquettes, c'est même plus... Vous voyez ça? Ben ça, c'est... Vous voyez, les vieilles casquettes, ça n'a plus aucun sens, ça ne ressemble plus à rien. Ça ressemble plus à un tapis qu'à une casquette, et pourtant on les garde. Je sais pas si vous avez ça, si c'est pour les casquettes, dites-moi. Parce que là, c'est que la partie visible de l'iceberg. C'est horrible. Enfin, c'est horrible. Quand ça prend de la place, que tu peux plus les mettre, c'est chiant. Voilà, c'est plus un objet de collection qu'un véritable pare-soleil, quoi, en fait. Pour ma part. Voilà, je me suis livré. Dites-moi quels sont, quels sont vos... J'en perds mes mots. Je ne sais plus, j'avais un beau mot, justement. J'avais un mot qui était intéressant. Un peu... Pas trop non plus, hein. Faut pas non plus... hein. Mais il était bien, ce mot. Mais je l'ai perdu. Mais bon, vous avez compris. Des bisous.